Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de notre émission Entretien. Et ce jour, nous recevons pour vous un scientifique. Il s'agit de Germain Mbave. C'est un chercheur qui s'est spécialisé en légistique. Germain Mbave est également conseiller au Parlement. D'une manière ou d'une autre, il intervient dans la chaîne de production des lois et la légistique, justement, porte sur ça. Avec lui, nous allons définir qu'est-ce que la légistique. Nous allons aussi voir quel est le processus normal que doit suivre une loi avant d'être adoptée et même être promulguée. Que faire si une loi ne correspond pas aux attentes réelles d'une communauté politique surtout? Germain Mbave, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je commencerai d'abord par vous remercier, surtout remercier ce cadre digital qui m'accueille. Je suis très flatté. Vous ai-je assez bien présenté ou il y a encore un autre aspect de vous que vous aimeriez qu'on puisse ajouter? Bon, je pense que c'est assez. Peut-être que les gens auront à me connaître au fur et à mesure que nous allons avancer. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, pour aujourd'hui, nous allons parler de la légistique. Et vous êtes quelqu'un qui s'est donné corps et âme à la légistique. Pensez-vous que votre projet est en train d'évoluer sur un bon chemin? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je préférerais d'abord commencer par préciser que je suis passionné. Non seulement que je suis passionné par la légistique, mais je suis aussi turiféraire. Turiféraire, c'est-à-dire que j'encense, je fais le plaidoyer de la légistique. Non seulement la légistique formelle, mais aussi la légistique matérielle, que j'appellerai de temps en temps la légisprudence. C'est-à-dire cette science ou ce domaine qui s'occupe de la législation dans son sens global ou dans son sens large. Et que peut-on d'abord entendre par légistique? Légistique, en fait, c'est un domaine interdisciplinaire qui tire ses origines dans le droit, la linguistique, l'économie, le management, la sociologie, voire la philosophie. C'est un domaine interdisciplinaire qui n'est pas insulaire, qui voudrait, qui a pour objet l'amélioration de la législation. La législation comprise aussi comme la politique publique. C'est-à-dire que la légistique s'insère dans le cycle politique, c'est-à-dire la loi, la législation, à partir de sa genèse, en passant par la rédaction, jusqu'à sa promulgation, à sa mise en œuvre, voire à son évaluation. De manière précise, peut-être qu'on pourrait dire que la légistique s'intéresse aux normes et aux voies à suivre pour parvenir à élaborer une loi et à l'imposer sur une communauté quelconque. J'aime bien quand vous parlez de l'élaboration. Hein, vous voyez là qu'on n'est pas seulement dans les confins seulement de la rédaction. La légistique, finalement, s'intéresse à la fabrication de la loi, l'élaboration de la loi, comme j'ai dit, en commençant par l'impulsion, c'est-à-dire la genèse, en passant par sa conception, parce que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, comme a dit Boileau, en passant par la rédaction, et après la rédaction, il y a la mise en œuvre. Finalement, c'est la mise en œuvre qui est l'horizon vraiment de la légistique. C'est-à-dire que la légistique est là pour pouvoir définir quels sont les types de qualités de la loi. Quels sont les types de qualités de la législation? Quelle est alors la finalité, justement? La finalité, c'est qu'elle arrive à changer, elle arrive à apporter des impacts positifs sur une communauté donnée. Parce que le but finalement d'une loi, le but d'une législation, le but d'une politique publique, c'est que c'est de changer. C'est qu'on parte d'un problème à partir d'une certaine sociologie, en passant par la norme, et que la norme change la société. C'est finalement ça. Voilà, je voudrais un peu parler maintenant, comme nous tous, hein, nous sommes les communs de mortels. Oui. Quand on nous dit par exemple que la loi est opposable à tous, Oui. On présente la loi comme une règle établie, une règle qui a des aspects divins, oui, dont tout le monde ne peut, dont personne ne peut se défaire. Oui, la loi est opposable à tous.
Et la légistique a compris ça. Le dogmatisme normatif ou le droit positif a compris déjà ça. Ça, c'est un legs classique, hein, basé sur une certaine légitimité qui est basée sur la légalité. Vous l'avez dit, oui. Le droit positif l'a compris, oui. Mais dans votre définition, vous avez aussi établi la genèse même. Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'une loi puisse même être pensée avant même son élaboration? En fait, même le dogmatisme juridique, même la normativité, le normativisme idéal voudrait en sorte que, à la base d'une loi, à la base d'une législation, qu'on cherche à résoudre un problème. Ça a toujours été comme ça. Mais il s'est fait que la légistique a compris que nous ne devons pas toujours nous baser sur ces legs classiques, qui est celui de la légitimité de la loi, basée seulement sur l'égalité. Qu'il faut aller au-delà. Il faut, au-delà de la légitimité basée sur la légalité, il faut aussi une légalité, une légitimité basée sur l'efficacité. Nécessairement. Voilà ce qu'apporte la législation. Et voilà, maintenant, comment est-ce que nous pouvons juger de l'efficacité? Oui. L'efficacité doit se trouver à quel niveau? Au niveau de la conception même ou bien au niveau de l'application? Ah, vous avez compris, monsieur le journaliste. C'est-à-dire qu'une loi doit se concevoir. Il doit y avoir une évaluation. C'est comme ça quand au début vous me présentiez, vous disiez je suis spécialiste en légistique. Non, non seulement que je suis spécialiste en légistique, mais je suis aussi expert en évaluation. Parce que l'évaluation législative est une composante grandissante de la légistique ou de la légisprudence. C'est-à-dire que dans la Genèse, avant qu'une loi ne soit élaborée, il faut toujours qu'il y ait d'abord un projet, qu'une loi soit pensée, qu'une loi soit planifiée. Sur base de la planification, il y aura une évaluation ex ante, une évaluation au début, c'est-à-dire de manière hypothétique, on va projeter les normes. On va projeter les normes, on va projeter les effets de manière hypothétique. C'est sur base de ces hypothèses, sur base de cette évaluation, qu'on doit élaborer la loi. On doit arriver maintenant dans les chambres de rédaction, que ce soit au niveau de l'exécutif ou au niveau du législatif. Là, je vous ai bien suivi. Ok, merci. Maintenant, ma prochaine question, c'est la suivante. Oui. Si une loi, permettez-moi le terme, n'est pas efficace, oui. C'est-à-dire, on a élaboré une loi, on a voté cette loi, elle a été promulguée, elle a été mise en application, mais elle n'est pas efficace. Ça veut dire qu'elle ne répond pas clairement aux besoins réels de la vie d'une communauté. Oui. À qui la faute? La faute revient à toute la communauté, non seulement la communauté politique, mais à toute la communauté, c'est-à-dire, la loi, vous remarquerez qu'avec la légistique, la loi doit s'écrire de manière plurielle et participative. C'est-à-dire, la grille de lecture que j'ai, ne voudrait pas prendre le législateur pour un démiurge, un petit Dieu. C'est-à-dire, il y a un certain moment, quand ils vont parler de l'État libéral, la souveraineté d'écrire la loi était laissée au seul législateur. Qui dit législateur, c'est-à-dire, c'est lui qui intervient pour écrire la loi au niveau de l'exécutif et au niveau du législatif. Donc les choses ont changé. Les choses ont changé. Nous sommes dans un État pluriel, dans un État réflexif où on voudrait que ce soit finalement toute la communauté qui participe à l'élaboration de la loi, tout en reconnaissant la souveraineté du législateur, tout en reconnaissant la souveraineté du parlementaire, tout en reconnaissant que l'initiative revient et au gouvernement et aux parlementaires. Alors, quand la loi ne va pas, la faute revient à qui? La faute revient à toute la communauté. C'est ainsi que la légistique nous propose 3 types de qualité de la loi. Premier type de qualité, qualité juridique. La qualité juridique, on ne voit pas seulement ici le principe de l'égalité, non. On voit le principe de subsidiarité. Là où moi, législateur, je ne peux pas, l'autre peut intervenir. Il y a les groupes thématiques, les ONG, la société civile qui peuvent intervenir en amont. Est-ce que vous pensez vraiment que lorsqu'on élabore nos lois, lorsqu'on parvient à voter nos lois ici, toutes ces étapes sont respectées? Toutes ces étapes sont respectées. Mais il s'est fait que nous sommes dans une conception telle que les gens ne comprennent pas encore, qui doivent
participer et en amont et en aval pour que finalement la loi soit mise en œuvre. Qu'est-ce que je disais? La qualité juridique, on voit la constitutionnalité, on voit la conventionnalité, on voit la subsidiarité, on voit le processus démocratique. Est-ce que la loi a su suivre le processus démocratique pour qu'elle puisse être sous-tendue par des données probantes? Qualité juridique. Il y a la qualité rédactionnelle. La qualité rédactionnelle, c'est là que nous sommes forts. Oui. Nous, avec notre école, nous sommes forts. Nous savons écrire les lois. Nous savons écrire les lois de manière tatillonne. Mais la qualité rédactionnelle ne se limite pas seulement à la rédaction, mais se limite et va aussi au-delà de la communication. Comment nous communiquons? Comment nous faisons en sorte que la loi soit compréhensible? Que le citoyen, qui est censé connaître la loi, parce que nul n'est censé ignorer la loi, que le citoyen... Quels sont les mécanismes qui ont été mis en jeu pour que vraiment on arrive à ce que le citoyen maîtrise la loi? Voilà. Est-ce que ce travail-là, apparemment, il ne se fait pas trop, hein? Il ne se fait pas trop parce que nous avons été élèves d'une certaine conception. La légistique, la légisprudence vient nous dire attention, attention, elle vient nous réveiller de notre sommeil dogmatique pour dire attention. Si nous ne faisons pas, nous aurons toujours les lois, nous aurons toujours à nous plaindre de manière condescendante. Même ceux-là qui produisent des lois vont se plaindre pour dire attention. Non. Alors la légistique, la légisprudence, la légistique matérielle qui veut accompagner que la loi produise des effets, voilà, vient nous dire, à côté de cette dimension juridique et rédactionnelle, voilà, il y a la qualité factuelle. Voilà. La qualité factuelle. Sur le terrain, okay, qu'est-ce qu'on remarque effectivement dans l'application de ces lois? Justement, c'est voilà, pas seulement, c'est pas dans la mise en œuvre seulement en aval, mais c'est aussi en amont, comme on a commencé à le dire. Oui. Nous sommes allés vite en besoin. À partir de l'amont. Alors, la légistique propose des outils, propose des étapes qui ne sont pas chronologiques, qui sont itératives. Qu'est-ce qu'on voudrait dire par là? On a planifié, on a impulsé, que ce soit au ministère, que ce soit au Parlement, que ce soit un groupe thématique au niveau de la société civile, on s'est dit que nous avons un problème. Ou bien il y a une loi qui patauge, qui peine à produire ses fruits. On réfléchit, on planifie. Quand on a planifié, on passe à la consultation. Une consultation qui doit être aussi formalisée dans nos lois. La consultation doit être formalisée. La consultation, qui est-ce qu'on consulte? Est-ce qu'on consulte des universitaires? Est-ce qu'on consulte les techniciens? Est-ce qu'on consulte certains services de l'exécutif? Est-ce qu'on consulte tel ou tel? Ok? Après la consultation, il doit y avoir une équipe, qu'elle soit mixte ou interne, c'est-à-dire qui concerne seulement ceux qui ont conçu, une équipe qui doit travailler à la conception, à la conceptualisation de la législation ou de la politique publique. Voilà. Et là, on commence d'abord par étudier, par déterminer le problème. Et tout problème n'est pas législatif. Tout problème n'est pas politique. Tout problème sociétal n'est pas forcément. Alors, on étudie ce problème selon les modélisations proposées par la légisprudence, selon la modélisation proposée. Quand on a étudié le problème, maintenant, on transforme ces problèmes négatifs en des aspects positifs. Et là, on a les objectifs. On détermine les objectifs. C'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. Dès qu'on a déterminé les objectifs, maintenant, on recherche les solutions. Là, on est encore au niveau politique, de la vision, on est encore au niveau sociologique. On a recherché les solutions. Maintenant, vient intervenir les aspects juridiques, c'est-à-dire transformer le problème ou l'objectif en norme. Norme, voilà. Okay. Norme qui dit norme, voilà, c'est-à-dire des dispositions qui sont prescriptives. On prescrit, on veut commander. Voilà. Apparemment, dans le vécu, dans ce qui se passe régulièrement, c'est comme si c'est ce dernier aspect qui entre en compte. Mais les aspects précédents que vous avez évoqués, apparemment, on n'en tient pas nécessairement compte. Ok, je comprends. Je comprends. Nous sommes de quelle école? Nous sommes de l'école française. Nous sommes de l'école belge, que moi j'appelle
un certain belgicisme qui a beaucoup insisté sur les aspects juridico-rédactionnels. Nous n'avons pas à nous plaindre. Immédiatement alors une question. Oui. C'est-à-dire que si aujourd'hui nos lois arrivent à poser problème dans certains cas, donc le problème est scientifique. Oui, le problème est scientifique. Il n'est pas politique. Le problème est scientifique. C'est là que j'ai dit. Non, il n'est pas politique. C'est là que j'ai dit, humblement, que nous devons reconnaître. Nous devons reconnaître nos limites. C'est tout un système qui a failli. Nous devons reconnaître nos limites. Et quand nous reconnaissons les limites, nous devons avoir une certaine grille de lecture que je propose. Voilà. Cette grille de lecture, je propose sur base des écrits des grands. Qui est le pionnier de la légistique dans le monde francophone? Heureusement, c'est un germanophone, un pénaliste. Donc c'est une nouvelle lecture de la légistique que vous êtes en train de proposer. Oui, c'est une nouvelle lecture. Mais adaptée en République démocratique. Oui, nous voulons tropicaliser. Ce projet n'est pas encore mis en œuvre ici chez nous. De temps en temps, on en parle, mais dommage, on insiste plus sur les deux aspects que moi je ne rejette pas. Voilà. C'est-à-dire, moi je voudrais que les aspects juridiques, les aspects rationnels, dialoguent de manière rationnelle, se conjuguent avec les aspects factuels pour que nos lois aient, pour que nos politiques publiques aient les effets. Et le monde a changé. La loi vient après les faits. Il y a d'abord les faits, et puis après la loi. Ok. Et puis nous avons des éléments qui peuvent nous y pousser. Quels sont ces éléments, par exemple, que moi, j'évoque dans mon petit ouvrage que je vais vous offrir, vers le législateur évaluateur. Nécessité de surveiller les lois, les effets de la loi en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que je voudrais dire? Nous avons, maintenant ici, partout ici, on nous parle de la gestion axée sur les résultats. Voilà. Un outil vraiment fondamental qui est venu des Canadiens. On nous parle aujourd'hui des politiques sectorielles. On nous parle de la loi sur les finances publiques. La loi sur les finances publiques maintenant, nous n'avons plus de budget basé seulement sur l'objet, mais des budgets basés sur des programmes finalisés sur les résultats. Voilà des éléments. Nous avons des ODD que nous avons transformés en plan national. Nous avons eu des DSRP gauche à droite. Voilà. Et la légistique veut nous dire, attention, avec l'État libéral, l'État qui était policier. Maintenant, c'est un État des politiques publiques. C'est un État de l'évaluation. Un État qui se base sur la planification. Un État qui se base sur des programmes finalisés. D'après alors votre compréhension, votre nouvelle approche de la légistique, il faudrait aussi s'intéresser sur les effets après la promulgation des lois. C'est un aspect que l'on ne prend pas en compte. On s'y intéresse comment? C'est-à-dire, nous le faisons déjà. Comment? C'est-à-dire, dans chaque législation, il y a ce qu'on appelle les mécanismes, il y a la délégation du pouvoir. La délégation du pouvoir, c'est-à-dire que le législateur délègue son pouvoir à tel ou tel, au gouvernement, au ministre, à tel au premier ministre. Oui, c'est bien beau. Mais il faut qu'il y ait encore des mécanismes au-delà qui vont faire en sorte que nous surveillons. Mais qu'il y ait des monitoring de la mise en œuvre. Mais maintenant, qui devrait faire ce travail? Qui devait faire ce travail? Je pense que c'est toute la communauté nationale, mais spécialement les législateurs, spécialement le gouvernement. Mais comme je dis toujours, la légistique, elle est plurielle et participative. J'incite les groupes thématiques, la société civile, à pousser le gouvernement à être dans cette logique, à marcher selon cette approche. À marcher selon cette approche, et quand ça ne va pas, on fait le monitoring, le suivi. Et quand ça ne va pas avec le suivi, il y a évaluation. Et sur base d'une évaluation, une évaluation bien renseignée sur des données probantes, et non de données subjectives et approximatives, des données un peu impressionnistes, comme on le veut souvent, mais des données probantes, sans attaquer les gens, mais basé sur des faits pour dire attention, nous avons échoué là-bas, attention là-bas, nous sommes sur la bonne voie, qu'est-ce qu'il faut faire? Et l'évaluation de la légistique, toujours dans la conception francophone, on vous dira l'évaluation pour sanctionner. Non, l'évaluation n'a pas pour but, qu'on s'entend, l'évaluation n'a pas pour but de sanctionner les gens.
L'évaluation, ce n'est pas de l'inspection. L'évaluation, ce n'est pas du contrôle. L'évaluation, ce n'est pas de l'audit. Germain Baf. Excusez-moi, monsieur le journaliste. L'évaluation, c'est pour l'apprentissage communautaire, national. Ici, nous avons fait des fautes, nous avons fait des erreurs, et nous voulons... Et puis l'évaluation, c'est pour donner de la valeur. Le mot même le dit étymologiquement, Mais c'est pour donner de la valeur dans le publique. processus d'élaboration peut-être de nos lois et de nos édits dans nos différentes chambres délibérantes, des fois, les débats se transforment en débat des juristes. Permettez-moi quand même de prélever ce fait. Oui. N'est-ce pas là la cause? Parce que c'est comme si aujourd'hui, pour être un bon parlementaire, il faut être un juriste. Je ne pense pas que pour être un... J'apprécie déjà que nous avons beaucoup de juristes. J'apprécie déjà qu'au Parlement, qu'il y ait beaucoup de juristes. J'apprécie déjà que le droit a apporté beaucoup à la légistique, à la légisprudence. Mais pour l'élaboration d'une bonne politique, d'une bonne loi, il ne suffit pas seulement d'être juriste. Là, vous risquez de faire en sorte que la légistique soit insulaire. Vous risquez d'atrophier la chose. Vous risquez d'appauvrir, de dévaluer. C'est ce qui se passe. Non, 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 non. Et voilà pourquoi peut-être que nos lois ont difficile à être intériorisées. Non, non, les juristes ont l'avantage. Et la loi apparaît tout simplement comme quelque chose d'imposé qui se présente comme une sorte d'épée de Damoclès sur, le petit peuple. Non, non. Les juristes ont l'avantage, et c'est mieux déjà qu'un pays ait des juristes. Et des juristes patentés. C'est déjà mieux. C'est déjà bon. C'est là que vous me poussez à définir quelles sont les fonctions de la loi, de la législation. Monsieur le juge, vous posez de belles questions. La loi a beaucoup de fonctions. Première fonction, la fonction de guidage ou d'ordre. Les juristes, partout au monde, les constitutions sont élaborées par les juristes, par les grands universitaires, les constitutionnalistes, les publicistes. Les publicistes qui ne sont pas des journalistes ou pour la publicité, non. Dans un premier sens, les publicistes, c'est ceux qui ont fait le droit public. Ils constituent ce droit, ils amènent ça au Parlement. C'est déjà. Maintenant, au Parlement, il y a des dispositions organiques qu'il faut couler, en loi organique. Et toutes ces lois-là, qui organisent un peu la communauté, même le droit privé, comment les liens entre les individus, tout ça, des contrats, c'est ce qu'on appelle la fonction d'ordre ou de guidage. Ça, les juristes peuvent bien le faire. Okay. Ils sont bien placés pour définir. Okay. Voilà. Il y a aussi une deuxième fonction qui est la fonction symbolique. C'est qu'il y a un problème, il y a un débat. Il y a un débat au niveau de la communauté. Maintenant, on s'est dit, mais il faut quand même qu'on dise quelque chose. Situation dans la Maboro, tous dans la situation de la Maboro, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. La fonction symbolique vient jouer sur le mental, sur la mentalité communautaire, pour qu'on change. Mais en fait, il n'y a pas d'effet direct. Les effets sont indirects. C'est-à-dire la mise en œuvre, il n'y aura pas une mise en œuvre, mais c'est pour commencer un débat. Comme sur les genres et tout ça, on a commencé quand même un débat. Alors la loi joue une fonction symbolique. C'est mieux qu'il y ait aussi beaucoup de juristes. Mais il y a aussi, mais là où la légistique vient dire attention, il faut s'arrêter. Attention, il faut dialoguer. Oui. C'est des lois à fonction. Il y a beaucoup de fonctions, mais je donne quelques fonctions. Les lois à fonction de pilotage. Il y a un problème au niveau de la société. Voilà. Il y a c'est là qu'il apparaît généralement il y a le droit fondamental. Dans les exposés des motifs. Il y a le droit fondamental qui a défini ça. Mais que faire? Que faire? La légistique vient vous proposer une fonction de pilotage pour dire comment piloter ce droit, comment piloter cette politique publique. Et là, c'est là que nous sommes dans ce siècle ici qui voudrait que beaucoup de disciplines interviennent pour que la loi soit efficace. Voilà. Jamais on aura une loi parfaite. Le jour où on aura une loi parfaite, ça sera la fin du monde. Mais toujours, il faut faire en sorte... Finalement, la légistique rentre un peu comme chez Platon, qui parlait du peintre. Le peintre est là pour... Il refait son œuvre, il refera son œuvre jusqu'à ce que l'œuvre plaise au public. C'est finalement ça le rôle du législateur. C'est finalement ça le rôle de la légistique. Alors, pour dire, ici chez nous, les juristes doivent être là.
mais ils doivent se faire accompagner par les politologues. Ils doivent se faire accompagner par des sociologues. Ils doivent, et je vous ai dit, je vous ai dit, le précurseur de la légistique, c'est un pénaliste. Mais maître à moi, ce sont des publicistes. Voilà, Germain Baf, revenons à nous. Dans le processus d'évaluation, est-ce que nous pouvons quand même intégrer le fait que ceux-là qui sont obligés de faire appliquer la loi, cette loi qui peut-être arrive à peser sur ceux qui sont en train de la subir, ne sont-ils pas peut-être portés à élaborer toujours des rapports semestriels ou annuels pour dégager les effets de l'application de cette loi? Merci beaucoup. Peut-être au besoin, penser à retirer cette loi. Il y a beaucoup de lois quand même qui fâchent. Et souvent d'ailleurs, peut-être ceux qui sont au pouvoir s'en servent peut-être pour tout simplement mettre hors d'état de nuire leurs adversaires politiques. Vous avez compris. C'est pourquoi moi, je milite pour la formalisation des règles légistiques dans notre processus. Parce que vous avez parlé des rapports. Ces rapports servent à quoi? Ces rapports doivent servir à l'apprentissage communautaire, pour que nous apprenions qu'ici ça va, là-bas ça ne va pas. Dans le livre dont je vous ai posé, je vous ai parlé, je parle de la formalisation de la procédure au niveau du gouvernement. Est-ce qu'il doit y avoir un décret? Est-ce qu'il doit y avoir des lois? Et des lois doivent prévoir des clauses d'évaluation. Il y a des lois qui doivent prévoir des clauses d'évaluation pour que finalement, à un certain moment... Ailleurs, maintenant, on parle des lois 107, des lois expérimentales. C'est-à-dire, à un certain moment, on s'est dit, bon, expérimentons quand même cette loi. Voilà, je pense que c'est quand même pendant une petite 53 ans. Justement, mais oui, on pourra et quand tout même ça pour dire quoi? Aussi. C'est pour faire dialoguer le principe de l'égalité, dont vous avez parlé au début, au principe d'efficacité. Ailleurs, maintenant, l'évaluation... On arrive à professionnaliser l'évaluation dans les assemblées délibérantes. C'est un grand projet aujourd'hui au niveau du réseau, je ne fais pas la publicité des gens ici, du réseau francophone d'évaluation, parce qu'on a compris que nous, les francophones, nous sommes tellement en retard. Et refait, dans un réseau dans lequel je fais partie, on est en train de vouloir en sorte que les parlementaires comprennent qu'ils doivent professionnaliser l'évaluation au sein des chambres. Et qui dit professionnalisation, ils doivent avoir des services appropriés pour ça. Justement. Au niveau des parlements. Au niveau du gouvernement, institutionnaliser l'évaluation. C'est pour dire l'évaluation qui est une composante déterminante pour la légistique, doit être là. Si on ne comprend pas, on va toujours se plaindre. Où en sommes-nous alors dans notre pays avec justement cette étape? Notre pays, il y a des réveils de conscience. Il y a des gens qui commencent à comprendre que vraiment, nous devons adhérer à ça. Nous faisons un effort. On commence à comprendre. Oui, nous commençons à comprendre. Donc, il y a encore du chemin. Oui, il y a encore du chemin, mais nous devons... Parce que nous sommes un grand pays quand même au niveau de la francophonie, nous devons comprendre. Il y a des institutions, il y a des organismes qui sont prêts à nous aider. Il y a, par exemple, au niveau des parlementaires, il y a l'association parlementaire pour l'évaluation au développement. Nos parlementaires doivent adhérer à des organismes pareils pour comprendre que, finalement, tout ce qu'ils doivent faire doit marcher avec l'évaluation. Parce que l'évaluation vient faire quoi? L'évaluation vient sous-tendre finalement les 3 missions. Les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que l'évaluation vient seulement sous-tendre le contrôle parlementaire. Non, l'évaluation est différente d'abord du contrôle parlementaire. L'évaluation vient sous-tendre toutes les missions. Missions de représentation. Les parlementaires vont aller en vacances. Voilà. Mais quand il y a une évaluation digne de son nom, scientifique et non spontanée dans une communauté. Ils doivent écouter peut-être leur base pour leur demander, voilà, comment trouvez-vous peut-être telle production législative, par exemple. Ils doivent faire appel aux évaluateurs, des politiques publiques. Il y a beaucoup d'organismes ici qui ont beaucoup d'évaluateurs. Nous sommes là, ils peuvent faire appel à ces gens-là. Nous ne pouvons pas être partout, mais pour comprendre finalement les doléances des gens. Vous avez vu la méthodologie que je vous ai donnée. À partir d'un problème, on passe par les objectifs. Si on peut arriver à ça, ça c'est l'évaluation qui sous-tend la représentation. L'évaluation sous-tend la législation. Parce que je vous ai dit, qui se conçoit bien, c'est non clairement. Pour toute loi, surtout une loi de pilotage, à fonction de pilotage.
Guidage, oui, on peut comprendre, on peut s'enfermer dans son bureau. On peut s'enfermer dans son bureau pour écrire, ce n'est pas une loi. Mais attention avec les lois de pilotage. Attention avec les législations de pilotage. Il faut toujours une conception en amont. Et une conception, généralement, une évaluation en amont qui doit être plurielle et participative. Associer les universitaires, associer les groupes thématiques, associer ceux qui maîtrisent, le gouvernement, la consultation. Voilà. Voyez-vous? Voilà. Ok, merci beaucoup, Germain. Vous êtes très clair. C'est vrai que nous sommes un peu en train de nager dans l'univers scientifique. Permettez-moi d'être un peu bas maintenant. Voilà. Il y a par exemple des dispositions telles que outrage à magistrat. Ce sont des concepts mais qui sont inscrits dans la loi, mais qui n'ont pas de contenu. Je ne suis pas juriste, peut-être que vous en avez encore plus d'informations. Est-ce que vous ne trouvez pas peut-être que ces telles dispositions doivent disparaître ou bien recevoir des contenus quand même appropriés? Non, il ne faut pas dire déjà. Ne peut juger dans notre pays de la constitutionnalité d'une disposition seule la Cour constitutionnelle. Mais aussi, la Cour constitutionnelle doit être tuée non seulement de manière juridique, mais aussi des aspects factuels. Pour comprendre, est-ce que cette disposition porte encore des effets positifs sur la société? Voyez-vous, c'est difficile pour les décideurs certaines cours constitutionnelles de s'en passer parce qu'on sait que beaucoup ça c'est un dispositif qui verrouille tout. Lorsque vous êtes devant un magistrat, c'est fini. Vous êtes même, des fois, on est même incapable de rappeler à un magistrat qui fait mal son travail. Non. Vous savez, il y a un auteur belge qui a écrit un article sur les constitutions et la légisprudence. Jean-Luc Wittgen. Il parle des cours constitutionnelles qui ne doivent pas être fermées sur elles-mêmes. Les cours constitutionnelles, finalement, qui doivent se baser aussi sur des principes comme des principes d'alternativité, des principes de proportionnalité, la balance. Voilà. Un principe cher à l'Union européenne. Des principes de cohérence. Finalement, la cohérence externe et interne dans les lois. Finalement, quand je vous parle du monde des Allemands, que les gens qui ont été aux mamelles de la légistique allemande, ont beaucoup appris. Quand je vous parle de ça, la Cour constitutionnelle allemande a fait beaucoup de jurisprudence en matière de légistique pour pousser les législateurs vraiment à changer. C'est-à-dire la Cour constitutionnelle doit être outillée, pas seulement sur les aspects juridiques et rédactionnels. C'est-à-dire nous devons faire en sorte que notre système fasse en sorte que la Cour constitutionnelle ait des outils d'analyse, d'appréciation du point de vue des faits. Je suis très heureux de vous entendre parce que et puis je sais que je suis en train de parler à un scientifique. Oui. Et peut-être qu'il faudrait aussi que vous puissiez former quand même les politiques pour qu'ils puissent aussi intégrer. Vous organisez quand même des genres de conférences à l'attention des hommes politiques. Des conférences, je pense que ça, ce sont des opportunités. Parfois, je fais ce que j'appelle des cafés légistiques, des petits cafés légistiques, genre dans les réseaux sociaux. Parfois, on nous invite quelque part, mais tout dépend seulement des organismes. Et dommage, dans beaucoup d'organismes où nous avons été, on a beaucoup plus insisté sur la légistique formelle. Mais nous profitons du cadre pour insinuer, pour dire attention, on doit aller au-delà de la légistique formelle. Parce que les Congolais, je le répète, sont forts en légistique formelle. Nous écrivons bien. Mais là, vous êtes en plein dans la légistique matérielle. Parce que la légistique matérielle accompagne une disposition, accompagne une loi, accompagne une politique publique à porter des effets en quelque sur la sorte, société. Une loi oui. Commence à vivre effectivement à partir du moment où elle est promulguée. Ce n'est pas la fin du travail, mais c'est en fait le début du travail. Mais c'est comme si vous avez lu mon livre. Vous avez lu mon livre. Nous l'avons dit ici. Nous l'avons dit dans ce livre. Tous les auteurs, le dernier traité en légistique, d'Alexandre Fulgiger,
insiste sur cet aspect. Sur cet aspect. Que finalement, le travail du législateur, même François Host dans ce livre, tous insistent, le travail du législateur commence seulement quand on a promulgué la loi. C'est pas au moment le où... plus grand travail, le plus grand du travail, c'est celui-là. On commence à se Oui. Le plus grand travail d'une mère. Mais ce n'est pas l'impression que nous avons ici. Hein. Le plus grand travail d'une mère. Le plus grand travail d'un père. C'est pas au moment de la grossesse. C'est quand l'enfant est né. Quand l'enfant est né. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on doit l'éduquer, on doit faire tout ceci, tout ça. Les gens doivent comprendre qu'une loi a une vie. Et on appelle maintenant le cycle politique. Une loi a une vie. Donc, toutes les grandes étapes que vous avez élaborées, je crois citer ici, au niveau du processus législatif ordinaire que nous connaissons, en fait, c'est la phase de gestation. Justement. Et puis après, la promulgation peut être considérée comme la naissance. Justement. Et la loi doit s'insérer dans un cycle politique. Et Max Weber l'avait dit, la loi ne vient que servir une politique. La politique. Vous avez raison. Vous avez raison. La loi au service de la politique. D'abord, nous mettons la charrue devant les bœufs. On commence par la loi et puis, non, au ministère, on va faire une politique. Non. Il faut d'abord commencer par définir une politique. Et maintenant, dans le pays, on a des spécialistes en politique publique, sectorielle. Si on ne sait pas le faire au niveau... Et puis, on peut même mal définir une politique. C'est que ça doit être pluriel et participatif. C'est ce que nous sommes en train de dire. Qu'on commence d'abord par définir, par faire... Et le cycle politique. Et même le juge. Le juge doit s'insérer dans le cycle politique. Les gens pensent que le juge doit seulement rester au niveau de l'interprétation. Le juge, quand il a trouvé des difficultés, il doit bien renseigner cela. Voilà, c'est ça. Même la Cour constitutionnelle doit bien renseigner ça et faire en sorte que la communauté nationale puisse finalement dire attention, ici nous avons mal... nous avons une autre conception de la chose, c'est que nous devons changer. D'après votre nouvelle approche de la légistique, il faudrait tout simplement donc être assez humble et reconnaître que voilà, une loi, quoique promulguée, peut tout simplement être retirée. Oui, pas retirée, c'est-à-dire même la procédure prévoit qu'il y ait des révisions. Mais avant qu'il y ait révision, comme disait un auteur antique là, j'ai oublié, mais avant qu'il n'y ait révision, il faut savoir qu'il faut toujours bien réfléchir. Et même Montesquieu l'a dit, attention avec les lois inutiles. Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Plus une loi a traîné, il faut toujours révisiter. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des groupes thématiques. Ce n'est pas pour rien qu'il y a les spécialistes. Ce n'est pas pour rien que chaque secteur s'occupe de son... Il faut qu'on ait le courage. J'ai aimé dernièrement, excusez-moi, le tirage au sort de la Champions League. Mais le président de l'UEFA a reconnu il a dit qu'il faut savoir reconnaître les erreurs. Les gens ont jasé, mais il a reconnu les erreurs. Nous devons reconnaître les erreurs. Pour ne pas... Je me rappelle qu'il y a un ancien président du Sénat disait le pouvoir ne se plaint pas, il s'exécute. Finalement, la légistique, la mise en œuvre, c'est l'horizon de la légistique. Il faut que les lois soient mises en œuvre. La légistique ne se limite pas seulement à la rédaction, je le répéterai toujours. En tout cas, merci beaucoup, Germain Baf. Vous nous avez suffisamment éclairé. J'espère que tous ceux qui nous suivaient attentivement ont pu comprendre quelque chose. Mais c'est vrai, nous sommes dans un domaine tout à fait scientifique. Il faudrait qu'on puisse encore asseoir le message. Nous allons quand même tout faire pour multiplier ce genre d'émissions de manière à y aller peut-être étape par étape pour que le message soit bien capté. Merci beaucoup de votre présence. Je vous pose une dernière question. D'après vous, quel devrait être le profil d'un bon législateur? Monsieur le journaliste, une difficile question. Le profil d'un bon législateur. En fait, le législateur est anonyme. Hein? Le législateur est anonyme. Le législateur, c'est finalement la composition de tout ce monde-là qui participe légalement à l'élaboration de la loi. Et le profil ici, moi je voudrais que le législateur ne soit pas le démiurge, le petit Dieu. Que les législateurs comprennent que les temps ont changé. Il était un temps, comme le dit François Host. Ah alors, vous m'avez donné une bonne occasion. François Host, dans son introduction, il fut un temps où la rationalité du législateur, tout comme sa souveraineté, du reste, allait de soi.
objet d'un dogme ou d'un postulat, on ne songeait pas à la mettre en question, même si d'aventure on observait une incorrection des styles ou une approximation juridique. Ces temps-là ont changé. C'est plutôt de la rationalisation du processus législatif qu'il est aujourd'hui question. Voilà, et c'est avec cette citation que nous allons terminer cette émission. Merci à vous, Germain Mbave, d'être passé. Je rappelle que vous êtes un chercheur, vous êtes spécialisé en légistique, vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages. Merci d'être passé parmi nous. Vous aussi, chers téléspectateurs, nous vous remercions de l'attention que vous avez bien voulu nous accorder. À nous revoir pour un prochain numéro de votre émission Entretien. C'est à moi de vous remercier.